Alors, on ne va pas relire tous les documents, puisque vous les avez déjà lus. Sinon, vous pouvez peut-être les lire vite fait de votre côté. On posait une première question. Donc, on considère un TGV qui avance à une vitesse de 300 km/h par rapport au sol. Le passager est assis sur un siège. Peut-on affirmer que le passager est immobile? Et sinon, que peut-on affirmer exactement? Alors, qu'est-ce que vous répondez? Non. Bah, il est immobile par rapport au train, mais Ça il dépend n'est du pas immobile référentiel. par rapport au sol. D'accord, Exactement. exactement, voilà. Tout dépend du référentiel. Dans le référentiel terrestre, il n'est pas immobile, mais dans le référentiel du train, oui. Donc, Bien dit ça. exact. Question B, le passager pour se rendre à la voiture bar marche vers l'avant du train à une vitesse de 5 km/h. Quelle est sa vitesse par rapport au train? 5 5 km/h. km/h. Donc voilà, vous rajoutez, ça c'est la loi de composition de la vitesse. Vous rajoutez 5 km/h, on est à 305 km/h. La question C, Ça si... fait pas du sens. Bah si, justement la question C, on pose la même question s'il retourne à sa place, donc s'il va dans l'autre sens. Bon, c'est l'inverse, donc c'est 295. Voilà, C'est ça. cette fois-ci, on va retrancher les 5 km/h et on tombe à Ouais, 295 km/h. Donc ça, c'est c'est ce qu'on ça. fait en mécanique classique. En mécanique classique, on a ce qu'on appelle la loi de composition des vitesses. Bah, vous voyez comment on l'applique, hein. On retranche ou on ajoute les vitesses lorsqu'on passe d'un référentiel à l'autre. Le passager précédent, toujours dans le TGV, est à nouveau assis et il regarde dans le sens contraire au sens de la marche. Il allume sa lampe de poche pour éclairer un document. Donc, d'après la relativité galiléenne, donc la relativité galiléenne, c'est, si vous voulez, la composition des vitesses dans le sens usuel. À quelle vitesse la lumière émise par la lampe se propage-t-elle par rapport au TGV? À la vitesse C, Et par rapport au sol? c'est moins 300. Ok. Donc, si on applique le principe de la relativité galiléenne, alors c'est un grand mot pour juste dire la loi de composition des vitesses au sens classique, bah, si on fait un petit peu comme on a fait avec le passager qui était dans le train, par rapport au train, la vitesse de la lumière, c'est petit c. Donc, petit c, on donne exactement sa valeur dans le document, quelque part. Vous n'avez pas à connaître par cœur. Pour vous, il se fait qu'à 3 chiffres significatifs, ce qui est déjà beaucoup, à 3 chiffres significatifs, eh bien, la vitesse de la lumière, c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà. De fait exprès, c'est bon. Eh bien, si on appliquait donc la loi de composition des vitesses au sens classique, eh bien, on aurait, pour la deuxième partie de la question, à quelle vitesse la lumière émise par la lampe se propage-t-elle par rapport au TGV? Bon, on a déjà dit, c'est ce fameux petit c. Et par rapport au sol, eh bien, il faudrait retrancher. D'accord? Par rapport au sol, il faudrait retrancher. Et si jamais la personne dans le train éclairait dans le même sens que le train, à ce moment-là, on aura envie de dire, bah, par rapport au sol, la lumière va plus vite que C. Or, vous en avez déjà entendu parler qu'il n'y a rien qui pouvait aller plus vite que C. Ça va être tout l'objet de ce chapitre. Mais là, je suis un petit peu en avance par rapport à la suite. Donc, ensuite, il y avait la deuxième partie. La deuxième partie, c'était l'hypothèse de l'éther. Donc, l'éther, vous avez eu le temps de lire le document, j'espère. Donc, il y avait trois possibilités, trois hypothèses, si vous voulez, qui étaient les suivantes. Soit on conserve le principe de Galilée, c'est-à-dire la loi de composition des vitesses, donc il va falloir corriger la théorie des ondes électromagnétiques, soit le contraire, on conserve la théorie des ondes électromagnétiques, mais il va falloir corriger les lois de la mécanique,
Soit, dernière solution, on conserve les deux théories et on admet que la mécanique satisfait le principe de Galilée, mais pas l'électromagnétisme. Donc, je lis quand même pas tout le texte. J'arrive aux questions. Selon l'hypothèse de l'éther, la lumière a-t-elle une célérité de valeur petit c par rapport à la Terre? Pourquoi? Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, je pense non, mais je suis pas sûr du tout. Vas-y, essaye. J'ai mis non parce qu'elle va à cette vitesse, mais que dans le référentiel éther. D'accord. Et je suis pas sûr du tout. Non, bah c'est ça. Donc, d'après cette hypothèse de l'éther, eh bien, c'est dans cette espèce d'éther, chose, substance invisible, transparente, sans rien, en fait, indétectable. Donc, c'est juste une hypothèse qui n'a jamais été prouvée, mais du coup qui est fausse, voilà, qui est complètement fausse. L'idée, c'était de dire, eh bien, la lumière se déplace à la vitesse c, mais par rapport à ce référentiel-là. Mais comme la Terre, elle est en mouvement dans ce fameux éther, eh bien, on devrait avoir une vitesse de la lumière donc différente de c dans ce référentiel. Voilà la question A. Alors ensuite, on vous demandait d'expliquer pourquoi Michelson et Morley s'attendaient à mesurer un écart de temps entre les deux parcours possibles de la lumière, rédiger un court paragraphe, mais aucun calcul ne le demandait. Alors pour ça, il faut regarder le dispositif de Michelson et Morley. Que voilà. Moi, j'ai mis par rapport à la direction, qui pensait que quand on mettait dans une direction différente dans un référentiel, eh ben, il y allait avoir un écart de temps. Il y a un des deux bras de l'interféromètre. Alors, ce que j'appelle le bras d'interféromètre, c'est ça, c'est un bras, et ça, c'est l'autre bras. Voilà, je ne sais pas si le mot bras, c'est le plus approprié. Mais voilà, puisque la Terre, elle est en mouvement, si vous voulez, là, on voit mieux sur cette figure, en fait, j'aurais dû le faire là. Puisque la Terre est en mouvement dans l'éther, eh bien, avec la loi de composition des vitesses, eh bien, dans ce bras-là, la vitesse ne sera pas affectée, puisqu'on est perpendiculaire au déplacement, alors que dans ce bras-là, ça risque de changer quelque chose. D'accord? Mais la vitesse qu'on gagne à l'aller, qu'on perd à l'aller, on la regagne au retour. Donc Léopold pose une question ici intéressante parce que, en gros, si la lumière dans ce bras-là ne va pas avoir sa vitesse affectée par le déplacement de la Terre dans l'éther, il en est autrement pour ce bras-là. Donc je reformule la question de Léopold qui disait, finalement, le temps qu'on va gagner à l'aller, eh bien, va être reperdu au retour, et donc les deux vont se compenser. Alors en fait, c'est pas aussi simple que ça, puisque il faut faire un petit calcul pour comparer le temps mis à la lumière pour faire cet aller-retour là, et le temps mis pour la lumière pour faire cet aller-retour là. Alors pour ça, je vous propose de regarder une petite vidéo voilà, qui vient juste maintenant. Commençons par une compétition entre deux nageuses. On considère une rivière de largeur d, égale à 100 mètres par exemple, et deux nageuses qui nagent toutes les deux à la même vitesse v, de l'ordre de 2 km par heure. La rivière coule à allure modérée, avec un courant de vitesse u de l'ordre de 1 km par heure. Les nageuses partent toutes les deux du même point A. L'une d'elles nage directement à travers la rivière vers le point A1, le plus proche de la rive opposée, puis fait demi-tour et revient à son point de départ. L'autre reste d'un même côté de la rivière, remontant le courant sur une distance mesurée le long de la berge exactement égale à la largeur d de la rivière, puis revient en nageant vers son point de départ. Laquelle de ces deux nageuses revient la première à son point de départ? La nageuse qui va en face et revient se déplace aussi bien à l'aller qu'au retour, à la vitesse par rapport à la rive donnée par v par rapport à la rive est égal à v plus u. Soit un module, v par rapport à la rive est égal à racine carrée de v au carré moins u au carré. Le temps qu'elle met pour effectuer l'aller-retour est donc T1 est égal à 2D sur racine de V carré moins U carré. Le temps mis par la nageuse qui se déplace le long de la rive vers le point A2 puis revient au point de départ est T2 est égal à D sur V moins U plus D sur V plus U est égal à 2DV sur V carré moins U carré. On constate que T1 est plus petit que T2. La nageuse qui se déplace perpendiculairement au courant gagne la course.
Le deuxième rayon tombe sur un miroir perpendiculaire au précédent, dans cette configuration appelée lame d'air, et distant de D2 de la lame. Il y est réfléchi, puis dévié par la lame à destination d'un écran. Les deux rayons ont parcouru des trajets différents, ils interfèrent sur l'écran. Les franges que l'on observe sont des cercles alternativement lumineux et sombres. On les appelle des franges d'égale inclinaison. Faisons tourner maintenant l'interféromètre de 90 degrés, de telle manière que le premier miroir soit désormais placé perpendiculairement au courant d'éther. L'ordre d'interférence prend alors une valeur opposée à celle que nous venons de calculer. Ainsi, en faisant tourner l'interféromètre, on devrait observer une variation de l'intensité lumineuse sur un écran situé à la sortie de l'interféromètre. Variation due au changement d'orientation des bras de l'interféromètre par rapport à la direction du mouvement de la Terre. Mais l'expérience de Michelson-Morley, reproduite de nombreuses fois depuis, n'a jamais mis en évidence de différence d'intensité lumineuse lors de la rotation de l'interféromètre. Un courant d'éther semble bien indétectable. Alors, la fin de l'hypothèse de l'éther est la relativité d'Einstein. Donc là, nous, en terminale, on va parler de relativité restreinte. Alors, le mot restreint, il vient du fait que la théorie plus globale s'appelle relativité générale. D'accord? Mais la relativité générale, elle n'est pas étudiée ni en terminale, ni en prépa, ni... Il faut carrément aller en master si vous voulez commencer à étudier ça. C'est très mathématique, en fait. Voilà, c'est très mathématique. Donc, les postulats d'Einstein. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens. La vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel d'étude et vaut exactement, bon, la valeur que je vous ai donnée de façon approchée à 3 chiffres significatifs tout à l'heure. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, les postulats d'Einstein. Je vais le copier parce que dans le cours, après, je vais le recoller. Donc, répondre à nouveau à la question 1D en admettant cette fois le postulat d'Einstein et non plus celui de Galilée. Donc, selon Einstein, la célérité de la lumière vaut petit c dans tous les référentiels, que ce soit par rapport au train, que ce soit par rapport au sol. La vitesse de la lumière ne dépend pas du référentiel. Alors, on va voir que cette hypothèse, elle implique quand même des choses après. On verra dans le diaporama tout à l'heure. Qui sont assez simples à comprendre, ce que ça implique. En fait, ça implique la dilatation du temps et c'est assez logique quand je vous l'expliquerai sur un schéma. Petit b, montrer que... Oui. Monsieur ce que le postulat d'Einstein sur la vitesse de la lumière, comme quoi elle est toujours la même, c'est pareil pour toutes les vitesses ou pas? Ou c'est que pour la vitesse de la lumière? C'est que pour la lumière. D'accord. Voilà, c'est que pour la lumière, hein, c'est pas pour les particules, par exemple. Donc, montrer que le postulat d'Einstein permet d'interpréter le résultat de l'expérience de Michelson et Morley. Donc là, on comprend bien que si la vitesse de la lumière est indépendante de tout référentiel, eh bien, il n'y a pas de décalage temporel entre les deux faisceaux, et ce, quelle que soit l'orientation de l'interféromètre, puisque de toute façon, quel que soit le référentiel, quelle que soit l'orientation du bras ou quoi que vous fassiez, la vitesse de la lumière, c'est toujours cette valeur de petit c. Et voilà, il n'y a pas moyen de changer ça. Question C. Expliquer pourquoi le concept d'éther n'est ainsi plus pertinent selon Einstein. Donc, notion de référentiel absolu n'a plus de sens, puisque la célérité de la lumière est indépendante du référentiel d'étude. Donc, le concept d'éther n'a plus lieu d'être. Il sera abandonné par Einstein et tous les scientifiques. Et donc, voilà. Nous, on retient que le vide, c'est le milieu dans lequel la lumière vaut petit c. C'est important à noter entre parenthèses, la lumière, elle n'a pas comme vitesse la valeur petit c quand elle se propage dans un milieu transparent. Par exemple, dans le verre, vous avez vu ça en secondes, par exemple. Dans le verre, la vitesse, est-ce que vous vous souvenez? C'est un truc qui a été en secondes. La vitesse de la lumière, c'est pas c tout le temps. Dans les milieux transparents, c'est il faut diviser par une constante ou... Oui, il faut diviser par l'indice du milieu. Voilà. Alors l'indice de réfraction. L'indice du verre, oui, c'est l'indice de réfraction. L'indice, par exemple, ça vaut 1,5. C'est bizarre, ça, c'est dû à quoi? Eh bien, la lumière, elle est freinée quand elle traverse les milieux transparents. Il y a une interaction. C'est à la densité du milieu? Oui, c'est lié à la densité du milieu. C'est lié, en fait,
à l'interaction de l'onde électromagnétique avec la matière. L'onde électromagnétique, Ah oui, elle ne va pas traverser la matière comme ça sans être freinée. Bon, ok. Enfin, question D. Le postulat d'Einstein est aujourd'hui toujours admis, donc aucune expérience n'est venue le remettre en cause. Et donc, conclusion, est-ce que c'est l'électromagnétisme de Maxwell ou la mécanique de Galilée qu'il a fallu corriger, finalement? Galilée? Eh oui. Galilée. Donc finalement, c'est la mécanique de Galilée qu'il a fallu corriger, puisque l'électromagnétisme de Maxwell, lui, a été conservé. Voilà. On va revenir au document de cours. C'est la fiche de cours, en fait, que j'ai mis aussi sur Atrium. Là, voilà. Alors, donc c'est le chapitre 9. Si vous voulez, sur cette fiche de cours, on récapitule ce qui est important. Donc, vous voyez que c'est un chapitre qui va être assez rapide. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'activité 1? Eh bien, les postulats de la relativité restreinte. Donc, là, quand je distribue ça en cours, en général, on recopie ce qu'on a vu de ce document-là. Donc, voilà ce qu'il faut retenir de cette première activité. Bon, Sigo l'a imprimé. Et là, c'est pas très beau, j'ai un problème d'encadrement, mais bon, je peux pas. J'y vais. Je peux pas prendre le temps. Alors, petit 2. La notion d'événement. Un événement est un phénomène, là il fallait compléter un peu. Un événement, c'est un phénomène qui va être ponctuel, c'est-à-dire ponctuel dans le temps, on va dire un phénomène instantané. Donc, vous voyez, je complète ça en même temps. Monsieur? Oui. Vous avez écrit 2 fois phénomène. Est-ce que vous pouvez mettre une autre couleur, s'il vous plaît? Ouais, ce serait bien, ouais. En rouge, par exemple. D'accord. Parce que moi, je ne l'ai pas imprimé, du coup, pour faire une capture d'écran. En magenta. En magenta, monsieur Simon. Magenta, je ne l'ai pas. Rouge est un phénomène instantané. Donc, repéré par une position et une date. Repéré par une position. Ça pourrait que je remette en rouge. Par une position. Et une date. Et une date. Voilà comment on repère un événement. Et toutes les deux relatives au référentiel. Relatives au référentiel d'étude. D'accord? Ouais. Voilà. Ensuite, horloge. Alors là, on nous demande de se référer à l'activité 2, qui était ce diaporama un peu long. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le regarder et puis de répondre aux questions associées. Hop. Voilà. Donc, dilatation des durées et durée propre. Donc, voilà un petit peu l'essentiel de ce chapitre. Alors, tout d'abord, dans cet exposé, nous négligerons les effets gravitationnels, les mouvements de la Terre. Nous utilisons des fusées ultra rapides qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et pour simplifier les calculs, ou du moins les raisonnements, les fusées ont des mouvements rectilignes uniformes par rapport à la Terre. Référentiels des fusées et référentiels terrestres sont considérés comme GLV1. Invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc là, pour éviter de basculer d'un écran à l'autre, je vais laisser le diaporama. Et on devait répondre à la première question. Donc en fait, moi j'ai le document sous les yeux, je vais pouvoir la lire. Je vais pouvoir lire les questions au fur et à mesure. Le diaporama, on peut le trouver quelque part. Oui, le diaporama ainsi que les questions qui sont associées, eh bien, sont dans Atrium. Voilà, dans Atrium, dans le document physique. D'accord, merci. Donc, première question, il fallait énoncer le postulat d'Einstein à propos de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc là, on vient de le voir avec la première activité. Le postulat est de dire que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels. Et donc, elle ne dépend pas de la vitesse de la source, elle ne dépend pas du référentiel. Et cette valeur, c'est la valeur que
on a vu dans le document, on la connaît de façon très très précise. Mais encore une fois, vous avez juste à la connaître par cœur avec bien, 3 chiffres significatifs, puisque C égale, je vous dis, hein, c'est un hasard qui fait que avec 3 chiffres significatifs, on est à 3,00. Voilà. Donc, du coup, c'est facile à retenir. Et du coup, vous devez retenir cette valeur. D'accord? Question 2. L'observatrice doit passer une fusée qui se déplace dans la direction OX. Hop. Vous avez vu la fusée passer? C'est une navette, en fait. Une fusée. Ouais. C'est une navette spatiale. Ah. Dans R, c'est le référentiel terrestre. On définit un repère fixe OXY, qui est représenté ici à l'écran. Répondre à la question 2. Donc, dans la question 2, on vous demande quelle est la vitesse de l'horloge H mesurée dans le référentiel R de l'observatrice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Mais comment on peut le savoir? Enfin, on ne donne rien. Elle est nulle. Oui, enfin, c'est ça. Ouais, les zéros. C'est Oui, c'est ça. C'est Voilà. toi qui es nul. Oula, Alexis. Faut peut-être lire l'horloge. Quel gamin, Alexis! Voilà, on a juste, en fait, l'horloge qui est fixe Voilà, t'as vu. dans le référentiel terrestre, donc elle a une vitesse nulle. Donc, c'était une question, en fait, facile. Question suivante. Donc, l'observatrice va passer une fusée qui se déplace. Voilà, on a compris. J'essaie de passer à la suite. Stylé. Vous avez eu le son aussi? Non. Oui. Oui? Il y en a qui ont eu le son, il y en a qui n'ont pas eu? Oui. C'est trop beau. Pas eu, mais Moi, je il l'ai est pas dans eu. le Son faire, monsieur, s'il vous plaît. Alors, Si vous question êtes gay. 3, 4, 5 et 6. Question 3. Alors, écoutez bien la question. Quelle est la vitesse de l'observateur O' par rapport au référentiel R'? Attends, vous pouvez répéter, monsieur? Il n'y en a pas. Bah ouais, il y en a pas. Eh bien oui, c'est le même genre de question que tout à l'heure. Bah, Quelle si, est il la y en a une. vitesse, quelle est la vitesse de l'observateur O', c'est lui, par rapport à la fusée? Ah oui, oui. Donc, Bah, nul, oui. Zéro. Bah ouais, Elle est zéro. nulle. Donc lui, il ne bouge pas. Il y en a Question. pas. Logique. Voilà, c'est des réponses courtes en fait. Et simple. C'était la question combien, monsieur? C'était la 3. La Maintenant, la deux. question 3. 4. Maintenant, la question 4. Quelle est la vitesse de l'horloge H' mesurée dans le référentiel R'? Bah, La vitesse que de- ça soit l'horloge. Non, c'est 0. C'est encore 0. Que ce soit l'horloge ou l'observateur, dans ce référentiel de la fusée, ben, il n'y a pas de vitesse. Question 5. C'est moi qui l'ai dit. Question 5. Que peut-on dire des directions respectives OX' et OY' par rapport à celles des axes OX et OY? Même direction? Oui, les directions sont parallèles. Hein. OX' qui est là. Voilà, la direction OX', elle est parallèle à OX. Et de même, Mais c'est pas le même référentiel. Mais c'est pas le même référentiel. Donc, Voilà. c'est-à-dire que ce référentiel-là est en mouvement de translation vers la droite par rapport à ce référentiel-là. OK? Oui. On a répondu 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 6 maintenant. On considère le montage optique utilisé par O'. Voilà. L'observateur qui est dans la navette fait une expérience qui est constituée de 2 miroirs plans, parallèles entre eux et distants de D, comme l'indique la figure. En fait, ça consiste à envoyer un faisceau lumineux entre les 2 miroirs dans cette direction-là. Et donc, on va raisonner sur un photon, exprimé en fonction de petit d et c, la vitesse de la lumière, la durée delta t', mesurée par l'observateur O', donc lui, nécessaire à un photon pour faire le parcours M1, M2, M1, c'est-à-dire pour faire un aller-retour. C'est 2D sur C? Oui, c'est ça. Donc, vous savez que la vitesse de la lumière, Ouais, c'est ça, j'ai mis ça aussi.
La vitesse des photons, c'est la distance parcourue par le temps. La distance parcourue, là, vu que c'est un aller-retour, ça va être 2D divisé par ce qu'on nous demande, la durée pour faire un aller-retour. Et donc, la réponse, effectivement, il suffit d'inverser. Donc, mathématiquement parlant, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Hein. C'est delta t' qui vaut 2D sur C. C'est bon? Oui. Parfait. Donc, Monsieur, on va continuer. Oui? Si on met C en bas, du coup, et la distance, c'est en mètres. Du coup, on va trouver des secondes moins 1 pour le temps. Non, parce que si on fait une petite analyse dimensionnelle, on vérifie qu'il n'y a pas de problème. Au numérateur, on a des mètres, on est d'accord. Au dénominateur, on a des mètres par seconde, c'est-à-dire des mètres seconde moins 1. Ah ouais, ok, j'ai rien dit. Ok, donc les mètres vont simplifier. On a des secondes moins 1 au dénominateur, donc ça fait bien des secondes ici. Voilà. Alors ensuite, c'est bien ça? C'est bien ça. Alors la question 7. L'observatrice O, donc que l'on voit ici en bas, l'observatrice... C'est qui touche au micro là tout à l'heure? Voilà, l'observatrice qui est là, elle voit la navette qui passe, qui se déplace à vitesse constante. Et donc, qu'est-ce qu'elle va voir, elle? Eh bien, en position 1, le photon est en A sur le miroir. Donc au début, le photon il est là. En position 2, le photon il est monté vers le haut. Donc il se retrouve sur ce miroir. Et en position 3, il a fait son aller-retour. Il se retrouve en bas à nouveau. Alors là, sans aucun calcul, on va déjà pouvoir comprendre pourquoi on ne peut pas garder la notion de temps absolu. Parce que, je prends une autre couleur. On a vu que dans le référentiel R', donc celui de la navette, le photon il faisait un aller-retour, on est d'accord. Donc, par rapport à l'observateur qui est dans la navette, le photon il monte, il rencontre le premier miroir et après il descend en prenant le même trajet à l'envers. Mais l'observatrice, elle, de la Terre, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un photon qui a été émis en bas ici, qui monte en face vers le miroir du haut, qui est là, puis, par réflexion, descend jusqu'au miroir du bas. Donc là, si vous voulez, sans aucun calcul, si vous voulez, l'expression C, vitesse de la lumière, l'expression générale est égale à distance, certaine distance divisée par un certain temps. Voilà. Nous oblige à dire que si Einstein a raison, son principe n'a jamais été démontré encore. Un principe, ça ne se démontre pas, c'est pas comme ça que je devrais dire. Son principe n'a jamais été réfuté, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été contredit par une expérience. Ce qu'il faut savoir en physique, c'est qu'un principe, ce n'est pas démontrable. C'est quelque chose que l'on pose, et tant que c'est accepté par les scientifiques, c'est-à-dire tant qu'on n'a jamais démontré le contraire, eh bien on continue de le garder. Peut-être qu'un jour, et oui, peut-être qu'un jour, une expérience contredira le postulat d'Einstein. D'ailleurs, ça a failli arriver, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, des scientifiques au CERN avaient cru détecter des neutrinos, c'est des particules très très légères, qui iraient plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'était une contradiction de la théorie d'Einstein. Et qu'est-ce qui se passe si on réfute sa théorie? Eh ben, ça veut dire que la théorie est fausse et qu'il faut la changer. Bruh. Donc, c'est ce qui s'était posé à l'époque. En fait, des neutrinos, c'est des particules très très légères qui n'interagissent pas avec la matière quasiment. Ils étaient émis à partir du CERN, donc du côté de Genève, en Suisse, et détectés en Italie, dans un laboratoire souterrain.
Et ils avaient trouvé que les neutrinos, ils allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, les physiciens étaient prêts à changer de théorie, à essayer de comprendre, en fait, quelque chose de nouveau apparaissait. Sauf qu'après vérification et vérification, eh bien, il s'est avéré que c'est l'expérience elle-même qui avait un problème. Donc, expérimentalement, il y avait un défaut de mesure. Et finalement, les neutrinos n'allaient pas plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, pour l'instant, mais tout ça, c'est pour vous dire que si ce jour-là, après vérification et vérification, on avait vraiment trouvé des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière, à ce moment-là, la théorie d'Einstein aurait on été serait dans la mouise, hein. mise à la poubelle. Ça veut dire qu'il faudrait trouver autre chose. Mais c'est comme ça que la science avance. Alors moi, je reviens avec ce que j'étais en train de raconter. J'étais en train de dire, donc, C, selon Einstein, c'est une constante, quel que soit le référentiel. Ça ne peut pas changer. Vous voyez bien que si on parle de la distance parcourue par un photon, si dans un référentiel, elle fait juste un petit aller-retour entre les deux miroirs, et si par rapport à un autre référentiel, le référentiel terrestre, elle fait toute cette trajectoire, vous voyez bien, rien que sur ce schéma, sans faire de calcul, que la distance qui correspond à l'aller-retour entre le miroir M1 et le miroir M2, vous voyez bien que cette distance-là, elle est beaucoup plus petite que toute cette distance-là. D'accord? Mais pourquoi il a fixé que la vitesse de la célérité, elle serait constante? Parce que là, visiblement, ça pose un problème du coup. Alors ça, c'est plutôt une question qui nous renvoie à l'activité de tout à l'heure. Il faut la remettre dans un contexte historique. Et tout à l'heure, éventuellement, vous relirez bien le document qui était pas mal fait. C'est parce qu'il y avait des contradictions dans la théorie. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs hypothèses possibles. Soit on disait que C était une constante, soit on disait que C n'était pas une constante. Il fallait changer les lois de l'électromagnétisme. Et donc, la seule façon pour que les lois de l'électromagnétisme soient gardées dans tous les référentiels, voilà, ça vient de là, en fait. Ça vient de ça, ça vient des lois d'électromagnétisme. Okay. Voilà, ça a amené Einstein à dire, finalement, C est constante, quel que soit le référentiel. Mais regardez ce que ça entraîne tout de suite, sans calcul. Si C est une constante, quel que soit le référentiel, eh ben, par rapport au référentiel de la navette D, il est beaucoup plus petit que par rapport au référentiel terrestre. Ça veut dire que si D change, et voilà toute la nouveauté, si D change selon le référentiel, et manifestement c'est bien le cas, il faudrait que T aussi. Eh bien, delta T doit changer. Et donc, si Einstein propose que C est une constante, quel que soit le référentiel, il faut abandonner l'idée de temps absolu. Ça veut dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon pour le photon, selon qu'il est considéré dans le référentiel terrestre, donc de l'observatrice, ou de l'observateur ici qui est lui dans la navette. D'accord? Tout va bien. Et oui. Alors, je me pose une question. Oui, vas-y. Je rapporte ce qu'on dit tout à l'heure, mais pourquoi C et pas V dans la formule là-haut? Parce que vraiment, c'est V égale D sur T. Oui. Alors, la lettre C, en fait, on la réserve pour la lumière. C'est juste une histoire de notation. Oui, mais là, donc là, C, c'est celui de la lumière ou pas la lumière? Oui. Là, c'est le C de la lumière parce qu'on parle de la vitesse d'un photon. Donc, le photon, c'est des grains de... Ok, d'accord, oui, c'est bon. Oui, c'est vrai. Le photon, c'est... Oui, c'est la lumière, oui, c'est une partie de la lumière. Je croyais que c'était non de la lumière. Alors, Léopold, tu as demandé, tu pensais que... C'était une onde de la lumière. Alors, ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain chapitre, qui sera aussi une introduction, mais cette fois à la mécanique quantique. En fait, on verra que la lumière peut être considérée comme une onde. Et effectivement, au début de l'année, on a vu 3 chapitres où on n'a pas arrêté de dire que la lumière est une onde, puisque elle subit le phénomène de diffraction, d'interférence, d'effet Doppler. Tout ça, c'est typique des ondes. Mais il y a d'autres phénomènes, comme l'effet photoélectrique, découvert et interprété aussi par Einstein, qui ne peut être expliqué qu'en considérant la lumière comme une particule. D'accord, ok. Donc ça a un nom. On appelle ça la dualité, c'est écrit comme ça. On appelle ça la dualité onde-corpuscule. Ok. D'accord?
Ok, ouais. Voilà, ça on appelle ça la dualité onde-corpuscule. Donc, indifféremment pour la lumière, on peut parler de rayons lumineux ou de photons. Donc, comme là, c'est quand même, on parle d'un point de départ et un point d'arrivée, là, ça va être plus correct de parler en termes de photons. D'accord? Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Alors, la question 8. Quelle est la vitesse du photon mesurée par l'observatrice O? On pourrait répondre en disant, ben, de toute façon, quel que soit le référentiel, c'est même pas la peine de dire par rapport à qui, quel que soit le référentiel, la vitesse de la lumière, c'est petit c et c'est tout. D'accord? D'accord. Alors ensuite, le schéma que j'ai fait tout à l'heure, un main levée qui n'était pas très beau, le voilà ici bien tracé. Et c'est là où il va y avoir tout le calcul. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé de le faire, le calcul, il est un peu costaud. Oui. Question 9. Exprimer la distance AC. Oui, c'est quand même bien d'avoir le schéma sous les yeux. Exprimer la distance AC mesurée par l'observatrice O en fonction de V. Alors, il ne va pas falloir se mélanger. Petit v, c'est la vitesse de la fusée. Et petit c, c'est la vitesse de la lumière. Et delta TAC, c'est-à-dire la durée pour que celle-ci aille de la position 1 à la position 2. Donc, je vais commencer la correction de ceci. AC, ça va être la vitesse, la distance AC, si vous voulez, je vais la montrer quand même avec la souris. Cette distance AC ici, quoique c'est quand même pas très dur. Là, c'est pas très dur d'écrire directement sur la feuille. Cette distance AC qui est là, elle va donc être égale à la vitesse de la fusée fois delta T. Le temps qu'il a fallu pour aller entre Ouais. A et C pour la fusée. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Ok. Et ça, c'était la question 9. Pour la question 10, calculer la distance AB en fonction de V, D, delta T à C. Donc, on cherche cette distance-là. Bah, du coup, ouais. Bah, là, on fait Pythagore, non? C'est ça. Ah, c'est ce que j'ai fait. Là, j'étais en train de poursuivre ça pour montrer qu'il y avait bien un triangle rectangle et que ça, c'était l'hypoténuse. Ce qu'on nous demande là, AC, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Mais c'est la 9 ou la 10, monsieur? Je comprends plus là. Là, je suis déjà à la question. C'est la 10. 10. La 10 là. Ok, d'accord, parce que je me disais, est-ce que j'ai fait ça pour la 10, mais pour la 9, non? Donc, AB. Égale à... Alors, c'est AB carré, en fait, si on fait Pythagore. Bah, enfin, on met la racine, sinon. Mais on va directement gagner l'étape, surtout que pour moi, c'est pas facile d'écrire ça comme ça. Ça va faire que AB est égal à racine de eh bien, cette distance-là au carré, plus, on va commencer par la plus facile. Voilà. D. Donc, j'avais écrit pour l'instant que AC était égal à V fois delta T AC. D'accord? Et là, on était en train d'écrire avec Pythagore que AB serait égal à racine carrée de D au carré. Donc, j'avais commencé par écrire le D qui était plus facile. Puis AC carré, donc tout ce qu'il y a V carré plus delta C. Voilà, delta C T carré. Et là, encore une fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi je n'arrive pas à écrire. Donc, cette distance AC au carré, d'après la question précédente, ça va faire V carré fois delta T carré. On est d'accord? On sert de la question d'avant, là. Voilà. Question 11. Alors, la question 11, eh bien, c'est le clou du spectacle, si je puis dire. En fait, on va essayer de déterminer, on va essayer d'exprimer la durée delta T mesurée par l'observatrice O en fonction de delta T et AC pour commencer, puis après établir une relation entre V, C, delta T et delta T'. Donc là, c'est ça qui est un peu long à faire. Donc, alors, s'il y en a qui ont cherché, c'est bien. Moi, je vais vous donner rapidement la démonstration. Vous pourrez reprendre si vous voulez chez vous. Si vous trouvez ça un peu trop compliqué, ou voilà, c'est pas très grave, puisqu'on ne vous demandera jamais de refaire cette démonstration. C'est aise. Ah, donc, ok, ça va. Delta T est égal à 2 fois delta T AC. Pourquoi? Parce que le temps
Et bien, pour faire l'aller-retour, c'est 2 fois le temps pour faire juste la moitié. Ça paraît logique. Or, C, c'est égal à 2 fois la distance AB divisé par delta T. Donc, ça veut dire que AB est égal à C delta T sur 2. Vous arrivez toujours à voir ma caméra? Oui. Maintenant, je vais écrire l'expression de tout à l'heure, là, celle qui vient de Pythagore. Et ça va s'écrire de cette façon-là. C delta T sur 2, de tout au carré, est égal à V carré delta T sur 2 au carré. Si vous voulez, vous reprendrez ça à tête reposée après. Et delta T, c'est le temps nécessaire au photon pour faire AB, c'est ça? Le delta T, c'est le temps qu'il faut au photon pour faire l'aller-retour, pour faire ABD. Vous avez mis un prime sur le dernier T? Oui. Oui, bah oui, c'était prime. Alors, une fois que vous êtes là, on voit qu'il y a delta T. C'est ce qu'on cherche, en fait. Delta T, on cherche à connaître. Pour l'observatrice qui est restée à terre, eh bien, elle, combien elle chronomètre, façon de parler, hein, combien elle chronomètre pour delta T. Et delta T, on voit qu'il est à 2 endroits différents dans l'équation, que je viens d'entourer en rouge. Donc, je vais factoriser, je vais tout regrouper. Donc, si je factorise ça, ça fait delta T carré, facteur de C carré moins V carré, qui est égal à ce qui reste, c'est-à-dire C carré delta T prime carré. Et enfin, ça nous fait que delta T, je vais prendre la racine de ceci, parce que là, pour l'instant, j'ai delta T au carré. Donc, delta T est égal à delta T prime fois la racine de C carré sur C carré moins V carré. Je vous avais prévenu que ça serait un peu compliqué, hein. C'est pour ça que... Et si j'arrange un petit peu tout ça, je vais avoir la relation, c'est ça qu'il faut retenir, entre delta T et delta T prime, que je peux arranger un petit peu de cette façon-là. C'est-à-dire que si je factorise par C carré, je vais me retrouver avec cette expression-là qui est la plus connue. Alors, cette relation, elle est importante parce que je vais l'afficher maintenant, puisqu'elle est écrite dans la suite du diaporama. Cette relation, on va essayer d'interpréter maintenant. Sa démonstration, alors ça, c'est voilà, une petite animation qui nous montre... Ça commence c'est stylé, monsieur. Non, voilà, ça, c'est dans le référentiel. On appelle ça le référentiel propre. Le référentiel propre, on va le définir après. Et ça, c'est dans le référentiel de l'observatrice avant. Donc, effectivement, comme on disait tout à l'heure, il ne voit pas la même trajectoire, et donc c'est logique que le temps ne soit pas le même. Et voilà. Donc, la formule qu'on vient de montrer rapidement, elle est affichée là à l'écran. Pour information, c'est juste une démonstration graphique là qui est faite sur cet exemple-là. Alors que la vraie démonstration pour cette formule-là, elle est beaucoup plus complexe et utilise des maths plus complexes et ne se met pas dans le cas particulier qu'on a nous. Voilà. En fait, là, on s'est mis dans un cas particulier où le mouvement, il se faisait selon un seul axe. Suivant l'axe Y, il ne se passait rien. Mais en fait, tout ça, ça peut être généralisé. OK? Donc, on nous donne cette relation-là. Et maintenant, on nous annonce l'info suivante. Dans un référentiel, une durée est dite propre si elle est mesurée par une horloge fixe dans ce référentiel. Répondre à la question 13. Alors, la question 13, je vais vous la lire. Des deux durées delta t et delta t' mesurées, quelle est la durée propre? Delta t', non? Oui, pourquoi? Parce que c'est celle qui est dans la fusée ou je sais pas quoi, non? Enfin, c'est l'horloge dans la fusée, non? Justement, je ne sais plus lesquelles c'est. En fait, si vous voulez une autre façon de répondre, c'est bien ça, hein, c'est bien delta t'. Tout ce qui est relatif avec des primes, c'est ce qui est relatif au référentiel de la fusée. Donc c'est une... Donc oui, delta t. Donc la réponse est delta t'. C'est celle qui est mesurée dans la fusée.
C'est delta t', j'arrive toujours pas à écrire. Ah, d'accord. Bon, je vais laisser tomber, j'arrive toujours pas à écrire. C'est delta t', car l'événement qui est départ du photon sur le miroir du bas, ça c'est, si vous voulez, l'événement initial. Et l'événement final, c'est retour du photon sur le miroir du bas. Et ben dans le référentiel R', ça se fait au même endroit. D'accord? Oui, oui, oui. Et donc, c'est ça qui va nous dire que le référentiel R', c'est le référentiel propre. Et donc, c'est là où on mesure la durée propre. D'accord? Voilà la question 13. Ensuite, on note le facteur que j'ai encadré. Vous avez vu, j'ai encore la formule là sur la petite caméra. Voilà. En fait, ce qu'on voit écrit à l'écran défini comme étant gamma, on voit que c'est ce nombre-là, en fait. Voilà, 1 sur ça. Ça veut dire que la formule qu'on a démontrée tout à l'heure, si on veut la réécrire, c'est delta t' fois gamma. D'accord? Alors, répondre. Alors ça, je ne vous avais pas demandé de préparer parce que ça faisait beaucoup de questions. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Beaucoup, ouais. Quelle est l'unité de gamma? Regardez la formule qui est Sans unité. Alors, très bien. Très bien. Pourquoi c'est sans Ouais, unité? bah oui, ouais. Parce que C carré sur V carré, ou non, ouais, V carré sur C carré, bah du coup, il n'y a pas d'unité parce que c'est mètres par seconde, tout ça au carré, sur des mètres par seconde au carré. D'accord. Et après, non? Bah, et après, il y a ouais. Oui, c'est ça. Après, il n'y a plus rien. Donc, Il y a gamma le 1, mais... Ok, donc gamma est un nombre sans unité. Question 15. Exactement. Question 15. Comparer gamma avec le nombre 1. En gros, réfléchissez un petit peu. Réfléchissez si gamma est plus grand ou plus petit que 1. Strictement supérieur. Alors, pourquoi gamma est supérieur à 1? T'as écrit sur le diaporama? La V carré est toujours inférieur à C carré. Oui. Donc 1 moins le quotient, là, c'est toujours inférieur à 1. Donc, voilà. Ce qu'il y a sous la racine, c'est toujours inférieur à 1. Donc la racine de quelque chose qui est inférieur à 1, c'est toujours quelque chose qui est inférieur à 1. Oui. Et donc quand on divise par quelque chose d'inférieur à 1, ça revient à multiplier par l'inverse de ce qui est plus petit, du coup on multiplie quoi. Voilà. Si je donne un exemple, si vous voulez un exemple, par exemple, si le dénominateur vaut 0,5, ben je dis n'importe quoi comme chiffre, mais un nombre inférieur à 1, 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que gamma il sera toujours supérieur à 1. Mais du coup gamma il représente quoi en fait? Alors gamma, il va correspondre, d'après la formule qui est là sur un la coefficient. feuille, ça va être un coefficient qu'il va falloir multiplier à delta t'. Delta t', c'est le temps qui est mesuré dans la navette, d'accord? Ouais, ça va être un coefficient Ah, qui va nous montrer combien, le rapport, combien va être dilaté le temps. C'est-à-dire que le Oui, temps. d'accord. Le rapport entre les deux temps dans les deux référentiels différents. Ouais. Exactement. Par rapport à l'observatrice, on dit que le temps est dilaté parce que pour elle, eh bien, l'événement pour le photon de faire son aller-retour entre les deux miroirs, il dure plus longtemps que celui pour l'observatrice. Voilà. Et c'est ça qui est difficile à comprendre parce que nous, depuis qu'on est petit, on n'a pas, cette distorsion du temps. Ouais. Parce que gamma, on va faire quelques calculs après, hein, avec les questions suivantes. Gamma, pour qu'il commence à être différent de 1, il va vraiment falloir que le V, ici dans la formule, donc là c'est la vitesse de la fusée, soit vraiment très très grand et pas très très loin de C. Alors comparer, question 16, comparer la durée propre avec l'autre durée. Alors ça, en fait j'ai déjà répondu. Le delta T mesuré par l'observatrice va être plus grand que le delta T' mesuré dans la navette, puisque gamma est supérieur à 1. Ouais, c'est ça. D'accord? Ensuite, D'accord. donc gamma est supérieur à 1, ça c'est les réponses. Alors, delta T' inférieur à delta T. Bah oui, on vient de le voir. Quel est celui qu'on appelle durée propre? Le prime, là?
Le prime, ouais. Et ça, c'est un truc que vous pourrez, ça c'est quelque chose que vous pourrez mémoriser par contre quand vous aurez des exercices. C'est que la durée propre, eh bien, est toujours la plus petite. Voilà. Ce qu'on appelle la durée propre, c'est toujours celle qui est mesurée dans le référence propre, mais quand vous avez un doute, la durée propre, ce sera toujours la plus petite. Et l'autre durée, alors, certains livres ou certains exos l'appellent durée impropre, mais ce n'est pas un terme officiel. L'autre durée, bah, c'est celle qui est mesurée dans un autre référentiel. Ça sera toujours supérieure. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Retenons que delta t prime propre est toujours plus petit que delta t. Et donc, à partir de cette relation-là qui est fournie, on vous demandait de répondre aux questions 17 et 18. Calculer gamma pour V égale 3 km par seconde. Alors, je dois avoir une connexion qui est moins bonne là parce que il y a un petit temps de décalage entre ce que j'écris et ce qui s'affiche. Cette formule-là, elle sera rappelée, vous n'allez pas la connaître par cœur. Alors, application numérique. Si vous remplacez V dans cette formule par 3 km par seconde, on obtient gamma égale donc si vous faites V égale 3 km par seconde, ça fait que V sur C ici vaut... Je trouvais 1, monsieur. Oui, c'est ça. Ça vaut 10 puissance moins 5. Et si vous le calculez, si vous le calculez à la calculatrice, c'est tellement... Voilà. La calculatrice, elle ne trouve pas une valeur différente de 1. En fait, mathématiquement parlant, ce n'est pas exactement égal à 1, mais ça sera un truc du genre 1,0000000. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quasiment 1. Les chiffres de la calculatrice ne permettent pas de voir autre chose que 1. Donc, ça veut dire que pour 3 km par seconde, bah, il n'y a pas vraiment de différence. Pour 3 km par seconde, vous ne verrez rien au niveau de distorsion du temps. Or, 3 km par seconde, ce n'est pas non plus une vitesse qui est ridicule. Ça fait combien en km par heure? Déjà 9000. Ça correspond déjà à 10 800 km par heure. Et voilà. Vous voyez, on est déjà à 10 800 km par heure. Un avion de ligne, par exemple, ça fait du 1000 km par heure. Et là, on est en train de faire un calcul pour 10 000 km par heure. Et ben, même à 10 000 km par heure, en fait, il n'y a aucun effet. Là, ça bombarde, hein, monsieur. Et ben, oui, et pourtant, il n'y a aucun effet sur la relativité. Ça ne va pas encore assez vite. Donc, question 18. Ou alors, il faudrait que ça le fasse pendant super longtemps, non? C'est ça. Pour voir un effet sur delta t, au bout du compte, c'est pas assez, en fait. Je vais vous montrer, on verra un exemple après avec un exercice du livre. Question 18. Calculer gamma pour V sur C est égal à 1,5. Donc, on prend V sur C égale 1,5, c'est-à-dire la moitié. On prend la moitié de la vitesse de la lumière. Donc là, on met ça au carré. Voilà, on prend V sur C égale 1,5, on le met au carré ici, on le met sous la racine. Et bien, si vous faites l'application numérique, je vous laisse vérifier et je vais vous donner directement le résultat. Là, la calculatrice, elle nous trouve quelque chose de différent de 1. On trouve 1,15. Donc, on trouve un effet de dilatation du temps qui vaut 1,15. Ça veut dire que delta t' vaut 1,15 fois delta t. La question 18 nous demandait aussi, et si jamais on est à 95% de la vitesse de la lumière. Alors, aucune fusée, aucun vaisseau spatial peut atteindre cette vitesse, mais ce n'est pas non plus des calculs qui sont complètement irréalistes en ce qui concerne la physique des particules. En physique des particules, V sur C égale 0,95, c'est atteint très facilement puisque depuis longtemps, on sait accélérer, par exemple, des protons avec V sur C qui est beaucoup plus grand que ça, puisqu'on est à 0,99999 de la vitesse de la lumière. Donc, si vous êtes à 95% de la vitesse de la lumière, le facteur gamma, il monte à 3,2. Vous voyez que ça commence à prendre des valeurs assez importantes, c'est-à-dire que le temps, eh bien, il paraît 3,2 fois plus long que dans le référentiel propre.
Eh bien, on s'était arrêté là tout à l'heure en bas. Et donc, je reviens au texte. Donc, et on va le compléter. Ainsi, selon la relativité restreinte, le temps aussi dépend. Voilà. Oui, pardon, j'avais pas fini. Chaque référentiel doit donc être associé à une horloge qui lui est propre. Voilà comment continuer cette affirmation. En fait, ce que je peux faire, c'est que sur Atrium, je vous mettrai la version complétée. Ce sera peut-être plus simple. Donc, A, une horloge. Qui est propre, mais donc je mettrai dans Atrium, là j'avais mis la version avec les petits trous propre. Je mettrai la version complétée, comme ça il n'y aura pas besoin de... Vous pourrez lire le cours comme ça, ce sera plus fluide. Ensuite, un petit peu de vocabulaire, ce qu'on appelle, on l'a vu lors de ce diaporama, référentiel propre. Eh bien, si on considère deux événements, on appelle leur référentiel propre, le référentiel dans lequel ces deux événements sont, rappelez-vous du photon, localisés au même endroit. Trop chaud. C'est-à-dire, monsieur? Eh ben, je reprends l'exemple du photon qui faisait un aller-retour entre les deux miroirs. Le référentiel propre, c'était celui de la navette, parce que nous, comme phénomène, on observait l'aller-retour d'un photon, d'accord? Donc, le photon est parti du miroir du bas, puis il est arrivé, après avoir fait un aller-retour, à nouveau dans le miroir du bas. Dans quel référentiel ce point, il n'a pas bougé? Eh ben, dans le référentiel de la navette, puisqu'elle avance en même temps. Alors que dans le référentiel terrestre, l'endroit d'où le photon est parti n'est pas le même que l'endroit où le photon arrive. Donc le référentiel propre, c'est celui où les deux événements sont localisés au même endroit. Ce n'est pas au même endroit, c'est au même endroit, c'est-à-dire ici, pour revenir au diaporama tout à l'heure, dans la navette. D'accord? La durée propre. Eh bien, la durée propre entre deux événements est la durée mesurée par, ce qu'on pourrait dire, l'horloge. Qui est dans le référentiel qui bouge avec, quoi. Oui, c'est ça. Par l'horloge, eh bien, du référentiel propre. D'accord? Alors, vous verrez le type d'exercice qu'on peut vous demander au bac, c'est des exercices où, encore une fois, la formule là, qui est plus bas, là, celle-là, elle est donnée. La plupart du temps, ce que vous devez faire, vous, c'est identifier quel est le temps propre et quel est le temps qui n'est pas propre, quel est le référentiel propre et quel est l'autre référentiel. Et puis souvent, utiliser cette formule pour faire un calcul, ou des fois un peu plus dur, un petit peu comme on avait vu avec l'effet Doppler d'ailleurs, grâce à la formule, en tirer l'expression et la valeur de petit v. Vous voyez ce que je veux dire? Sortir le petit v de cette formule. Ça peut être une compétence mathématique qui peut être demandée. On parle de dilatation. Alors, comment compléter cette partie-là? Dilatation du temps ou des durées. Voilà, c'est pareil. On parle de dilatation des durées. D'accord? Il y a 3 points à remplir aussi, monsieur. Oui. Donc, il y a 3 points à remplir. Si la durée entre deux événements est mesurée dans un référentiel différent du référentiel propre, c'est-à-dire dans lequel les deux événements n'ont pas lieu au même endroit, alors elle est toujours quoi? Toujours. Je vais vous aider un petit peu. Plus grande ou plus petite? Plus grande, non? Oui. Plus grande? Ouais. Plus grande. C'est pour ça qu'on parle de dilatation. On parle de dilatation des durées, on ne parle pas de contraction. D'accord? Donc, elle est toujours supérieure à la durée propre. Donc ça, vous pouvez vraiment le retenir. La durée propre, c'est toujours la plus petite des deux. Voilà.
Donc, quelle est la relation entre les deux? Eh bien, c'est celle qu'on a réussi à retrouver géométriquement dans l'activité précédente. Voilà. Donc, dans cette expression qui sera toujours donnée, delta Tm, c'est la durée qui est mesurée dans le référentiel, en général, qui n'est pas le référentiel propre, alors que delta Tp, c'est la durée qui est mesurée dans le référentiel propre. Conclusion. Confirmation expérimentale. Je vous donnerai une activité où on la fera ensemble, mais là, vous avez déjà assez de travail pour l'instant. La courte durée de vie des muons. Alors, les muons, c'est comme des gros cousins des électrons, mais ils sont instables. Ils sont instables. Un électron, c'est stable. Un muon, c'est... Un muon, c'est une particule qui est instable. Eh bien, elle est tellement instable que sa durée de vie, c'est de l'ordre du microseconde. Et on verra dans l'activité, lorsqu'on la fera, que les muons, ils sont créés dans la haute atmosphère par des phénomènes violents. En fait, on a des rayons cosmiques qui sont des protons qui viennent du Soleil ou d'autres phénomènes, qui viennent percuter les atomes de la haute atmosphère terrestre avec un choc violent. Et souvent, lors de ces chocs violents, sont créés des muons. Mais ils ont une durée de vie de quelques microsecondes. En gros, si je me souviens bien, c'est 2 microsecondes. On verra dans l'activité que en 2 microsecondes, eh bien, les muons, ils n'ont pas le temps d'arriver au sol normalement. Or, et d'ailleurs, j'ai une machine Odyssée qui permet de les détecter. Donc, je vous la montrerai, cette machine, quand on reviendra. Eh bien, au sol, on reçoit en permanence un paquet de muons. On reçoit beaucoup de muons en permanence. Ça arrive très énergétique. Ils arrivent à traverser plusieurs mètres de béton. Ça veut dire que même si vous êtes dans une cave, les muons, on peut les détecter encore. Donc, la réception des muons à la surface de la Terre, c'est une réalité scientifique. On peut la mesurer à n'importe quel moment. Et pourtant, eh bien, normalement, ils ne devraient pas être là. C'est-à-dire qu'en 2 microsecondes, mathématiquement, si vous faites le calcul, vitesse égale distance sur temps, les muons ne devraient pas être au sol. Eh bien, la réponse, puisqu'on arrive à les détecter, il faut bien expliquer ce phénomène. La réponse, c'est que les muons, ils ont une durée de vie de 2 microsecondes environ, mais dans leur propre référentiel. Or, les muons, ils vont très vite. Ça veut dire que par rapport à nous, pauvres terriens sur le référentiel terrestre, pour nous, la durée de vie d'un muon, elle est rallongée. Pour nous, la durée de vie d'un muon, elle est rallongée. Et l'activité permet de calculer quelle est la durée de vie d'un muon dans notre référentiel à nous. Et dans notre référentiel à nous, eh bien, le muon, il a largement le temps d'arriver jusqu'à la surface de la Terre. Donc voilà, ça c'est une confirmation expérimentale. Et ce qui m'a fait écrire en encadré, c'est qu'en physique des particules, la relativité restreinte fait partie de l'expérience quotidienne. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, au CERN, par exemple, les protons ils sont accélérés à plus de 99% de la vitesse de la lumière. Donc, dans tous les calculs qui sont faits au niveau de la vitesse ou de leur durée de vie, etc., des particules, à chaque fois, il va falloir prendre en compte la relativité restreinte. Ceci dit, oui, alors, j'ai mentionné 2 exercices à la fin qui nous dit un petit peu d'autres conditions. Par exemple, il y a un des 2 exercices qui relate l'expérience qui avait été faite. On avait pris 2 horloges atomiques, donc capables de mesurer le temps très, très précisément. Une était restée sur Terre, l'autre avait été embarquée dans un avion qui avait volé longtemps. Et l'avion, il ne pouvait pas dépasser, c'était un avion de ligne qui était utilisé pour l'occasion. Donc, de toute façon, l'avion, lui, il ne pouvait pas aller plus vite que, eh bien, en gros, 1000 km/h. Et donc. 8 km/h Non, 1000. Un avion de ligne, ça oui, entre 900 Ah non, ouais, sinon il tombe. Entre 900 et 1000 km/h, en gros, un avion. Et donc, vous regarderez cet exercice. Si vous avez vraiment envie de le faire, vous pouvez le faire, mais c'est surtout pour une description de l'expérience. Voilà, moi, je viens de retrouver mon livre pour vous donner les informations que je peux vous lire.
à la fin du vol, ils ont comparé les horloges atomiques qui étaient synchronisées au départ, et ils ont constaté que l'horloge qui était dans l'avion, eh bien, entre guillemets, elle avait perdu 59 nanosecondes. Et, pour terminer le chapitre, qu'est-ce qui se passe pour des vitesses très petites devant C? Pour que la durée mesurée diffère de 1% de la durée propre, il faut une vitesse supérieure à C sur 10. Donc environ 30 000 km par seconde. Voilà. Donc dans la plupart des situations classiques, la physique de Newton reste valide et la correction apportée par la relativité restreinte est négligeable. Donc ça veut dire que la théorie de Newton, elle est incomplète, voire dans des cas, elle peut s'avérer fausse lorsqu'on parle d'objets qui vont à des vitesses dites relativistes. On continue à l'enseigner, la mécanique de Newton, parce qu'elle est quand même valable dans la majorité des cas. La mécanique de Newton, elle suffit pour calculer la vitesse de la Terre autour du Soleil ou des choses comme ça. Donc, elle est quand même beaucoup plus simple. Donc ça, c'est souvent le cas en physique. On continue à enseigner un modèle simple, qui n'est peut-être pas tout à fait correct tout le temps, plutôt que d'enseigner directement un modèle plus correct, mais plus compliqué, si vous voulez, mathématiquement. Et oui. Ils n'ont pas réussi à prouver que les pilotes d'avions de ligne, là, qui sont tout le temps dans des avions, ils vivent plus longtemps ou un truc du genre? Alors en fait, comme on vient de le voir, comme on le voit avec l'expérience qui est décrite dans le livre, avec l'exercice 26, la différence, même à la fin d'une carrière de pilote, ça sera peut-être, je ne sais pas, une milliseconde, même pas une seconde. Ah oui, d'accord, oui. Donc, oui, donc non. Ça ne permet pas de voir une différence. Alors par contre, il y a une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est une expérience imaginaire qu'on ne fait pas, qui est l'expérience des jumeaux. Alors, vous prenez les jumeaux, par exemple, vous prenez Alexis, on peut la faire, nous, alors. Et oui, vous prenez Alexis et puis Maxime. Vous en laissez un des deux sur Terre et l'autre, vous le mettez dans un vaisseau spatial qui peut aller très 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 vite. Il y en a, il est déjà. C'est Alexis, perché. Et bien, celui qui est parti Miskin dans le vaisseau spatial, et on voit ça très bien dans le film Interstellar, celui qui était dans le vaisseau, lorsqu'il va revenir sur Terre, il va être comment par rapport à son frère qui est resté sur Terre? Plus jeune? Il sera plus jeune, ouais. Il va être plus jeune. Ça, dans la vidéo aussi, ils le disent. Ou inversement, celui qui sera sur Terre il sera plus vieux.